Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier podcast, le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marc Collomb, préparateur physique de nombreux pilotes top mondiaux en enduro, en cross-country. C'est un ancien pilote de haut niveau et il nous parle de sa vision de l'entraînement et des choses qu'il met en place avec ses différents athlètes pour performer au plus haut niveau. Bon, mais top, super, Marc, de venir sur ce premier podcast, le setup podcast, du coup. Je suis vraiment content, du coup, de débuter cette série de podcasts avec toi. Enfin, c'est quand même, je pense, que tu es un des premiers qui m'a mis dans le monde de l'entraînement et qui m'a permis de découvrir ce que c'était et travailler en tant que préparateur physique. Donc, déjà, bienvenue. Ben, écoute, merci à toi d'avoir proposé. Et puis c'est avec grand plaisir voilà, de partager. Comme je dis, quand on est entraîneur, on n'est pas, enfin, ou même préparateur physique. Ben, si on est tout le temps dans son coin, on ne peut pas avancer, quoi. Donc, plus on partage, plus on discute et plus on débat, ben, c'est mieux parce que chacun arrive à tirer du mieux et forcément des athlètes, quoi. Donc même toi, des fois, quand tu me parlais. Il fallait que je me remette en question aussi parce que tu m'apprenais des choses aussi, quoi. Donc, forcément, c'était pas qu'un stage juste un sens unique, c'était à double sens, quoi. Donc merci aussi à toi parce que ça me permet d'évoluer, quoi. Et puis toi, en plus, tu as pris encore plus tu t'es encore plus spécialisé sur la préparation physique et tout. Tu allais vraiment jusqu'au bout des choses et tu te perfectionnes là-dedans. Je pense que tu as fait un bon créneau, quoi. Donc, euh, donc non, c'est très bien pour toi, quoi. Ouais, bah, du coup, ouais, comme tu disais, l'échange, ça va être, je pense, au cœur des différentes interviews et de ce qu'on va essayer de partager aux gens. Du coup, moi, je te connais, j'ai passé pas mal d'heures de stage avec toi, mais du coup, si tu pouvais te présenter ton parcours, enfin, un peu que les gens, ceux qui ne te connaissent pas, en sachent un petit peu plus. Ouais, bah, donc du coup, j'ai Marc Collant et j'ai fait donc une licence STAPS, donc à Formeux, avec altitude, entraînement et performance. Et j'ai fini enfin, ma licence, mon stage, je l'ai fait au Pôle France à Besançon avec Yvan Clolus, qui est aujourd'hui l'entraîneur national. Et j'ai voulu m'orienter là-dessus parce que j'étais moi-même sportif. Donc j'ai commencé le VTT en 1998, j'étais Benjamin. Et puis j'ai arrêté en 2013 et à partir de 2004, j'ai eu ma première sélection en équipe de France. Et 2003-2004, en fait, c'était une période où il fallait que je me pose et je me dis, il faut que j'arrive à connaître mon organisme. Donc j'étais tout seul, je n'avais pas d'entraîneur, etc. Bon, et après, à la fin de 2004, quand j'ai été sélectionné pour le championnat du monde, bon, j'ai dit là, peut-être qu'il faudrait que j'arrête un peu de bricoler et faire mon truc de mon côté. Il faudrait que je m'entoure de quelqu'un quand même, d'un entraîneur. Donc j'ai Gérard Pégon, qui était CTS Lando Roussillon, qui après était entraîneur de Victor Koreski. Donc voilà, ça m'a permis voilà, de passer un cap. Donc de 2004 jusqu'à 2012, sportif de haut niveau, avec des sélections en équipe de France, vainqueur à Coupe de France, un titre de champion de France, des podiums en Coupe du Monde, donc espoir. Et j'avais cette passion de me dire, entraîneur, c'était pouvoir associer le côté sportif, mais aussi toutes les coulisses en fait, qui se passaient derrière la performance. Parce qu'au final, je vais rien inventer, mais la performance, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Tout le reste, on ne le voit pas, et c'était ça qui me passionnait. Donc, du coup, j'ai fait mes études en conséquence. Et puis quand j'ai arrêté donc ma carrière, je me suis lancé là-dedans, donc dans l'entraînement. Et puis voilà, donc j'ai commencé par des responsabilités en tant que ben, euh, associatif auprès du comité Languedoc-Roussillon en route, après en VTT. Et j'ai créé avec le comité départemental et des DPO un parcours d'excellence sportive et le club de Céré, pardon. On a créé un parcours d'excellence sportive avec le lycée de Céré. Et du coup, voilà, tu as pu être stagiaire aussi, donc tu as pu voir un peu comment se passait le côté entraîneur.
Et il a fallu aussi s'adapter, qu'au final, il n'y a pas que les contraintes d'entraînement, mais il y a toutes les contraintes administratives. Et après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais chez les jeunes, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la préparation et au final, on ne va pas travailler que la préparation physique et une planification générale ne peut pas forcément être respectée avec des jeunes, des adolescents, parce qu'ils ont une vie et parce qu'aussi ils ont des contraintes entre l'école, les déplacements, etc. Donc il faut chaque fois jongler, adapter. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et puis mon expérience. Donc j'entraîne des sportifs de haut niveau maintenant uniquement. Donc Damien Auton, Kevin Nickel depuis 2019. Oui, enfin, on va attaquer la troisième saison. Théo Gali, on va attaquer la deuxième saison. Constance Valentin. Et après, deux, trois coureurs qui sont un petit peu moins sur le sport de haut niveau, mais qui sont très bien humainement. Donc, j'avais Edgar Bousquet et là, Nicolas Hichard chez les Masters. Alexandre Munoz aussi à une époque. Et Stéphane Berthaud aussi à une époque, qui sont des Masters, mais qui humainement et sportivement étaient très bien. Et je me passionnais autant qu'avec des sportifs de haut niveau. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et mon expérience. Ouais, ça c'est important parce qu'on est dans un travail où, un travail où c'est comme tu disais, c'est beaucoup de la passion, mais si on n'a pas une relation humaine, un partage avec les gens avec qui on travaille ou avec qui on apporte ce service, ben, c'est compliqué de s'impliquer et d'avoir des résultats. C'est ça. Après, il faut arriver à instaurer un petit peu une relation de confiance avec l'entraîneur. Euh, c'est, enfin, pour imaginer, en fait, on ne peut pas dire je vais prendre cet entraîneur. C'est un peu comme une relation avec une copine ou autre. S'il n'y a pas de feeling, s'il n'y a pas quelque chose, ça peut pas le faire, quoi. Donc, souvent, ça finit par terminer. Et là, c'est pareil. Il faut arriver déjà à instaurer une confiance, une relation. Si ça se passe très bien, il faut continuer. Si ça ne se passe pas bien, il faut que soit l'athlète le dise franchement, et des fois, même l'entraîneur, il faut qu'il dise, bon, j'arrive pas à fonctionner avec toi, on va tout faire pour essayer que tu trouves un entraîneur qui te corresponde à toi, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ma philosophie aussi de l'entraînement et aussi de l'entraîneur, quoi. Donc, il faut pas oublier qu'on est là pour l'athlète, on n'est pas là pour nous, quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné, si la satisfaction, elle passe par la performance que l'athlète a fait et pas forcément se mettre en avant. Mais quand on le voit, par exemple, Damien Auton, quand il gagne une compétition, une Coupe du Monde, je suis content pour lui. Voilà. C'est une fierté aussi de me dire, bon, mais je me suis posé les bonnes questions, on s'est aussi posé les bonnes questions, on a pris les bonnes orientations, et c'est comme ça que ça avance. Voilà Ouais, je me donc un petit souviens, peu ma philosophie de l'entraînement et de l'entraîneur. Voilà. ouais, je me souviens une phrase que tu m'avais dite, c'est un athlète quand il gagne, c'est grâce à lui, et quand il perd, ben, c'est à cause de l'entraîneur. Ouais, voilà, c'est ma philosophie, voilà. Donc voilà, et ça cause de l'entraîneur. Si toutes les questions sont bien posées, après aussi, il faut que l'entraîneur il recadre. C'est sûr que si il écoute pas ce que tu lui dis de faire, etc., ou si tu le fliques, par exemple, je vais pas vérifier tous ses comptes, soit sur Garmin, Vélobook ou autre. Je vais juste pour analyser. Et j'y vais pas pour fliquer, savoir s'il fait. À un moment donné, s'il me dit j'ai pas fait la séance, très bien, tu l'as pas fait, il faut savoir pourquoi parce qu'il y a toujours une raison. Mais si par contre c'est parce qu'il me dit j'ai la flemme, bon, à un moment donné, bon, il faut trouver peut-être pourquoi il a la flemme. Mais si c'est parce qu'il a vraiment la flemme de la flemme ou parce qu'il y avait une soirée, bon, là, ok, il faut aussi le remettre à sa place, quoi. Donc là, c'est pas forcément l'entraîneur qui est responsable, mais en tout cas, voilà, s'il y a des comptes performance et que toutes les questions ont été posées et une transparence, là, ouais, là, c'est parce qu'on a pris une mauvaise orientation. Ouais. Là, du coup, on va direct, c'est la question, je pense, la plus importante. Et si on devait résumer l'interview à ça, c'est pour toi, c'est quoi un athlète? C'est vraiment, je pense qu'on se pose tous cette question. Ouais, là, c'est compliqué parce que, et puis c'est très long à expliquer ce que c'est un athlète. Déjà, avant tout, c'est un humain. Donc, il a des émotions, il a des passages de haut, de bas, et ça, c'est obligé. Après, nous, on voit les athlètes comme ce qu'on voit à la télévision, on a l'impression que c'est des surhumains. Mais non, ils ont tous des émotions. Là, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, Evan Bernal, il avait des problèmes sentimentaux là, cette année. Donc, jouant à l'équipe, ils avaient révélé qu'il avait des problèmes sentimentaux. Donc, et pourtant, il a gagné le Tour de France l'année d'avant. Et bien, on s'aperçoit qu'au final, c'est des humains, c'est des humains, donc comme tout le monde.
Donc déjà, il faut prendre ça en compte, ce que c'est un athlète. Et après, ben, c'est le construire. Un athlète, entre un bon et un moins bon athlète, c'est celui qui va arriver à mieux se connaître, à se connaître physiquement, savoir ce qu'il a besoin comme séance d'entraînement. Il y a des athlètes qui sont plutôt de façon naturellement explosifs. Et si on part pour l'activité VTT, on va dire de cross-country, eh ben, il n'y aura peut-être pas l'explosivité forcément à travailler, mais peut-être autre chose, plus la résistance. Donc après, il faut qu'il arrive à se connaître. Et c'est l'entraîneur à mettre le point sur les choses qu'il a besoin, lui, pour pouvoir s'améliorer, pour qu'il y ait un meilleur feedback par la suite. Donc voilà un petit peu ce que c'est un athlète. En fait, c'est un humain et il faut qu'il apprenne à se connaître pour toujours évoluer. Voilà, voilà pour moi ce que c'est un athlète. Il n'y a pas de personne qui naît, bon, ça y est, je suis athlète. Donc, c'est un humain qu'il faut qu'il progresse. Ok, ouais. Du coup, tu as dit dans ton parcours que tu avais entraîné à la fois des athlètes élites et du coup des jeunes sur un parcours d'excellence sportive. Ouais. Est-ce que, du coup, quelle différence ou quelle similitude tu vois entre les deux publics à entraîner? Mais pourtant, ils sont quand même liés puisque les jeunes, ils sont en devenir des athlètes élites. Alors, déjà, enfin, ouais, les différences, hein, c'est vrai que tu voulais entre les jeunes et les élites, hein. Ouais, Ouais. Ben, déjà, c'est leur environnement qui est différent. Après, élite, si c'est un professionnel, déjà l'environnement, on sait qu'il est payé. Enfin, il est payé, oui, c'est son métier. Donc, sa vie tourne autour en fait de l'entraînement. Voilà. Chez un jeune, c'est différent. Il faut que l'entraînement puisse s'imbriquer en fait dans sa vie. Donc, dans sa vie d'étudiant, de lycéen, dans sa vie d'adolescent, parce que c'est une période quand même qui est importante. Déjà ben, socialement, mais aussi physiologiquement, il y a beaucoup d'évolutions. L'organisme, enfin, voilà. Et ensuite, hein, enfin, déjà, c'est les grosses différences sur lesquelles. Et après, il faut adapter l'entraînement à ça. Donc forcément, après, l'entraînement chez les jeunes sera de faible quantité par rapport à une élite. Mais par contre, il faut orienter l'entraînement du jeune davantage sur ses points faibles pour que lui-même puisse apprendre à se connaître. Et une fois qu'il a appris à se connaître, là derrière, on peut mettre des charges d'entraînement supplémentaires sur ses qualités à lui pour qu'il puisse les conserver, voire les améliorer davantage, ou après vraiment réduire en fait l'écart du point faible. Par contre, l'élite, lui, par contre, c'est tout le temps ben, de voir un petit peu ben, ses points faibles et ses points forts par rapport aux meilleurs mondiaux. Parce que enfin, si on part sur les meilleurs mondiaux, par exemple avec Damien Auton, Kevin Mikel ou Victor Koreski, on se compare par rapport aux meilleurs mondiaux et on voit un petit peu les points faibles qu'ils ont par rapport à leurs adversaires directs et leurs points forts. Et donc à partir de là, on met les charges d'entraînement qu'il faut sur les points forts et les points faibles. Donc vraiment, la différence qu'il y a entre chez les jeunes, c'est au niveau déjà de la quantité et des exercices qui vont être faits. Les exercices, ça ne sert à rien de les faire des cadets ou des juniors, de les faire 6 heures de route. Même aujourd'hui, pardon, en VTT cross-country, 4 heures, ça suffit. Ça ne sert à rien d'aller faire 6 heures. Voilà. Donc chez les jeunes, forcément, il faut diminuer la quantité, mais plutôt privilégier la qualité pour qu'ils apprennent à se connaître. ouais. Tu parlais justement de ce mythe de la sortie longue où tout le monde a un peu cette pensée limitante de se dire ben, si je fais pas de sortie longue, je n'arriverai jamais à performer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait ou que tu as vu qui sont, qui servent à rien, qui sont peu efficaces sur l'entraînement? Ben, alors, si on prend à l'instant T, c'est vrai que les 6 heures, moi-même, hein, en tant qu'entraîneur, il y a 5 6 ans, ben, je dis, ouais, il faut qu'il aille faire 6 heures, quoi. Enfin, ou chez un élite, il faut qu'il aille faire 5 heures. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Je fais plus ça parce que ben, on développe d'autres qualités, les techniques d'entraînement évoluent, parce qu'il faut lire, il faut se documenter, il faut partager, et c'est en partageant qu'on évolue. Donc, ce qu'on fait à l'instant T, on pense que c'est le mieux qui est actuellement. Peut-être dans 5 ans, on va dire, mais 4 heures, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Ça, c'est possible, hein. Mais c'est toujours pouvoir se remettre en question et de faire le mieux qu'on peut avec nos connaissances du jour et ne pas faire, on va dire, le moins d'erreurs, quoi. Voilà.
C'est comme ça qu'on voit. Donc, il ne servira à rien. Après, c'est vrai que ben, chez le jeune, si on les fait trop en quantité, ben, derrière, leur marge de progression va être infime, quoi. Donc, et inversement, si on ne fait pas du tout, il n'y a pas de progression non plus. Il faut trouver le juste milieu. Donc, ça sert à rien. Voilà, à l'instant T, moi aujourd'hui, pour le cross-country olympique, je ne ferai jamais des sorties je ne préconiserai pas de faire des sorties de 6 heures toutes les semaines, quoi. Une fois par semaine, non. Il vaut mieux privilégier 4 heures. Voilà. Donc, et faire d'autres qualités inversement, quoi. Peut-être travailler plus de PMA ou des sprints, de l'explosivité, de sortir d'un schéma où on disait l'hiver, ben, on fait que du foncier, puis après, quand les courses arrivent, on fait du fractionné, quoi. Donc, il faut arriver à sortir de ces schémas-là. Ouais, là, du coup, tu nous parlais surtout beaucoup de la partie physiologique, enfin, développement, ce qu'on appelle énergétique ou la partie cardio. Mais je sais que tu agis sur plein d'autres sphères. Du coup, sur quelle sphère tu agis sur l'entraînement de tes athlètes? Alors, bon, il y a la sphère physiologique pure. Sur la sphère physiologique, ils interviennent sur deux qualités, la qualité musculaire et sur la qualité euh, cardiaque ou on va dire voilà sur par exemple du lactique ou de la PMA. Voilà. Et après, je prends toute la sphère psychologique et la sphère environnementale. Parce que je le redis, un athlète, c'est un humain. Donc, il faut arriver aussi à jongler avec cette sphère-là. Donc, au niveau de la sphère environnementale, ben, savoir qui il est, sans être voyeur, hein, ben, savoir ben, est-ce qu'il est marié, pas marié, voilà, est-ce que chez lui c'est stable, est-ce qu'il n'y a pas de stress environnemental qui vient perturber l'entraînement, des choses comme ça. Donc, c'est savoir ça. Et sur la sphère psychologique, je prends toujours que j'essaye au maximum que l'entraînement soit le moins énergivore psychologiquement dans son environnement. Donc, j'aime bien qu'il parte, s'il a 2 heures à faire, qu'il ait vraiment la conscience tranquille. J'y mets 2 heures à moi. Voilà. Ça sert à rien d'aller faire 3 heures s'il sait qu'au bout d'une heure, il a un rendez-vous médical ou ne serait-ce que je sais pas quoi. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de stress qui vienne perturber l'entraînement pendant ces 2 heures-là. Donc, j'agis au maximum pour que pour l'entraînement, quand ils partent, ils soient focus à 100% là-dessus. Voilà. Donc, c'est sur les sphères que j'agis. Donc, sur l'environnement, sur la sphère psychologique et sur la sphère physiologique divisée en PMA et musculaire. Et depuis cette année, voilà aussi, parce que j'ai voulu, je mets ben, des niveaux avec de la préparation mentale sur différents réservoirs, voilà, de savoir comment il se sent, voilà, psychologiquement, comment il se sent. Et ben là, je teste un petit peu, savoir est-ce que ben, si psychologiquement il se sent bien le matin, est-ce que je peux y rajouter, oui ou non, une charge de travail. Voilà. Donc, j'essaye de trouver un module comme ça aujourd'hui. Donc, je tâtonne, on va dire. Je ne vais pas comme ça du maguette magique changer, mais je sais où je vais mettre les pieds, mais j'essaye de voir un petit peu, je teste de nouvelles choses. Voilà. Mm. Pour voir moi évoluer. Top. Top. Du coup, Comme par exemple, il y a 4 ans, ouais. je faisais faire de la musculation pure à Damien parce que c'était pour lui faire prendre la force. Et au final, on s'est aperçu qu'avec un circuit training à poids du corps, il a pris plus de force. Voilà. Donc, avec des charges différentes, avec des mouvements différents, ben, j'ai vu qu'il avait pris beaucoup plus de force que ne serait-ce que avec même des charges lourdes, avec des séries que j'avais lues dans les revues scientifiques. Et je me suis aperçu qu'au final, ben, sur un circuit training, il prenait davantage de force. Ouais, bah ça, après, petit à petit, on s'en rend compte, mais si tu veux pas, enfin, à moins de vouloir Voilà. être champion du monde de squat, enfin, ça sert à rien de faire ça sert à rien de faire du C'est ça. squat. Enfin, si tu veux être fort à vélo, fais du vélo ou fais ce qui te permet d'être fort à vélo. Exactement. Exactement.
Du coup, là, ça en revient quand même à un des rôles de la préparation physique. C'est du coup cette notion de transfert. C'est que c'est bien de s'entraîner sur enfin, sur plein d'autres disciplines. Mais si ça t'aide pas pour ton sport, enfin, ça sert à rien, c'est que tu perds du temps. Du coup, comment toi tu adaptes la préparation physique ou quelle place tu mets à la préparation physique dans ta semaine d'entraînement? Bon, voilà, la préparation physique, elle a toujours été quelque chose que j'ai souhaité dans une planification, quelle que soit la discipline, que ce soit le VTT enduro, cross, et même chez les jeunes. Bon, après, avec des charges différemment, bien sûr, mais elle a toujours eu un rôle et une place importante, donc deux, trois séances. Et aujourd'hui, par rapport il y a pas si longtemps, maintenant, c'est toute l'année que je souhaite la mettre. Donc, ça, c'est sûr. Et le domaine de la préparation physique, et c'est toi-même qui me fait voir ça, hein, elle évolue beaucoup plus que la préparation, on va dire, de l'entraînement du cycliste, quoi. Voilà, style 30-30, une lune ou du 20-20, Jiménez ou autre. Et, euh, et du coup, ben, je me renseigne euh, sur justement la préparation physique pour être encore plus fin et plus précis sur ce qu'a besoin l'athlète. Enfin, ce que je fais, c'est que je lis les revues qui se passent en préparation physique pour pouvoir l'adapter, le réajuster réellement sur chaque discipline, de l'enduro, VTT ou du cross-country. Voilà. Donc, voire même de la route. Euh, Parce que ce sont trois, c'est du vélo, mais c'est comme si on disait qu'il y avait, tu joues au ballon, tu peux jouer au rugby comme au foot, hein, ou au basket, hein. C'est un ballon, hein, mais c'est des sports ben, un petit peu différents. Donc, pourtant, l'objet est le même et le ballon, mais là, on a un vélo. Donc, c'est des qualités différentes, des temps de course différents, des circuits différents, donc il faut s'adapter. Donc, C'est important. effectivement, l'entraînement, la préparation physique prend de plus en plus d'importance et elle évolue à mon sens, plus vite que l'entraînement voilà, du Jiménez ou autre. Ouais, comme tu disais, c'est des disciplines différentes, mais surtout, on a à chaque fois des athlètes différents. Du coup, c'est encore plus compliqué. C'est ça. Voilà, donc on peut avoir un enduriste, c'est deux personnes, et ben, on a deux entraînements différents pour une même discipline, et pourtant le circuit sera le même parce que ben, ils auront le même nombre de spéciales, le même nombre de kilomètres. Donc voilà, et pour peu qu'on a un athlète en cross-country, et ben, on a encore une autre discipline et en plus une autre personne. Donc ben, ça fait trois personnes en plus. Enfin, ça fait trois personnes en tout, quoi. Mm. Donc voilà, il faut. Du coup, si tu pouvais donner, du coup, là, aux compétiteurs qui nous écoutent, si tu pouvais du coup leur donner trois conseils, pas forcément large, mais enfin plutôt large, pas forcément de l'entraînement, mais si tu avais trois choses à leur dire. Ouais, mais apprendre à se connaître, faire des choix et n'écouter qu'une seule personne s'il a un entraîneur ou s'il n'a pas d'entraîneur, parce que ça peut être bien, très bien aussi comme ça, de s'écouter que soi-même dans ce cas-là, ou de n'écouter que son entraîneur, et d'aller au bout de son raisonnement et de se poser après les bonnes questions si oui ou non ça a marché. Ouais, c'est important de se tromper. Et ne pas Souvent, arrêter. C'est ça. Voilà. Et après, c'est pas forcément. Parce que bien sûr, si on gagne toutes les courses, c'est possible hein, de gagner toutes les courses, mais il faut pas non plus rester sur ses lauriers, quoi. Donc, c'est bien beau de gagner, mais si derrière on se remet pas en question, peut-être qu'un jour ou l'autre, on la gagnera plus, la course. Donc, de toujours se remettre un petit peu en question de qu'est-ce que je pourrais améliorer pour être meilleur ou encore meilleur. Voilà. Donc, c'est ouais. d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. Et même si on voit qu'on va aller peut-être faire une erreur, mais d'y aller jusqu'au bout, quoi, pour être sûr qu'il y a une erreur au bout. Voilà. Mm. Donc, voilà les trois conseils que je pourrais donner. Ouais, c'est important. Souvent, les athlètes, c'est là où ils sont le plus fragiles et là où ils le vivent très mal, les erreurs. Alors que, juste l'expérience que j'ai vue avec mes athlètes, en fait, c'est là où ils sortent le plus grandis et c'est là où on change, on construit vraiment un athlète, ce que tu parlais tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Il faut pas avoir
Parce que se tromper, on se trompera tout le temps, hein. Ça, il faut pas. Enfin, tout le temps. À un moment donné, ça arrivera de se tromper. Mais c'est pas de voir ça comme un échec, mais de se dire, bah, je me suis trompé, je suis pas bon. Non, c'est de se dire, bon, ok, je me suis trompé. Euh, Pourquoi je me suis trompé? Et qu'est-ce que je fais pour ne plus me tromper? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Et après, c'est comme ça. Si on se connaît, généralement, ou si mais l'entraîneur doit connaître l'athlète, ben, les erreurs, elles sont très limitées, quoi. Très, très limitées. Ou alors, il peut y avoir une réaction très rapide. Et on a bien avant, on sent qu'on va dans la mauvaise direction. Et puis là, directement, on peut réajuster. Donc, on ne va pas jusqu'au bout de l'erreur, mais parce qu'on l'a déjà vraiment anticipé. On dit, oh là, là, bon, le virage, il n'est pas bon du tout, là. Donc, on ne l'a pas encore pris, mais on a senti que ce n'est pas forcément le bon. Donc, voilà. Et ça, c'est quand il y a vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée, parce que l'entraîneur connaît son athlète et l'athlète a une relation de confiance, ou si le coureur s'entraîne tout seul, eh bien, il se connaît parce qu'il sait qu'il a besoin de ça pour performer. Hmm. Du coup, tout à l'heure, tu as dit que tu avais été coureur pro, tu avais couru à haut niveau. Hmm. Quelle différence tu vois maintenant par rapport à quand toi, tu étais coureur pro, que tu fonctionnais avec ton entraîneur, que tu avais ton équipe, etc., par rapport à maintenant, où maintenant c'est toi qui es de l'autre côté de la barrière et qui maintenant a des athlètes élites? La différence dans mes deux métiers, quoi, c'est ça? Ouais, ou C'est même dans le monde c'est de ça l'entraînement, parce que t'as vécu l'entraînement, et maintenant tu entraînes des gens, et même la discipline, etc. Enfin, ben, du coup, le recul, il est assez. Ouais, c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les circuits, c'était 2h15 la gagne. Enfin, pour Julien, hein, donc moi, je mettais un peu plus, hein, je mettais 2h25. Donc, ça fait un peu bien plus long. Aujourd'hui, la gagne, c'est 1h30. Donc déjà, il y a trois quarts d'heure de moins. Les circuits sont beaucoup plus courts qu'avant. Nous, les circuits faisaient 7-8 km. Aujourd'hui, ils font 3,5, 4 ou 4,5. Beaucoup plus technique dans la rapidité. Nous, on était beaucoup plus sur du naturel. Donc, ça, de ce côté-là, je l'ai vu que ça a évolué déjà entre les deux disciplines. Donc, euh, c'est difficilement de comparer. Après, ce qui a beaucoup évolué, c'est aussi dans l'entraînement, mais avec le matériel. Il y a eu le changement après, donc on était sur du 26, après c'est passé sur du 29. Il a fallu réadapter aussi un petit peu le- les entraînements en fonction du vélo. Le 29, les premiers 29 étaient beaucoup moins réactifs que 26. Aujourd'hui, il y a eu un gros travail des marques et fait que le 29, aujourd'hui, il arrive quand même à être très dynamique il y a 7-8 ans. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui ont été pris en compte dans l'entraînement. Donc, voilà, ça, la différence, moi, entre coureur et aujourd'hui, c'est presque incomparable, quoi. Les deux mondes, au niveau de l'entraînement, c'est différent. C'est différent. Il y a des similitudes, hein, mais sur l'entraînement en lactique ou sur le maintien de PMA, des choses comme ça reste similaire. Mais les blocs sont différemment dans d'autres périodes. Les saisons évoluent aussi. Aujourd'hui, les coureurs, ben, ils sont obligés de performer, on va dire, enfin de performer. Il faut qu'ils soient présents au niveau à partir du mois de février, mars, jusque, ben, on les tire quasiment jusqu'au Roc d'Azur. Donc voilà, maintenant les saisons sont très longues avec les points UCI. Avant les saisons, elles étaient c'était fin mars, on va dire, jusqu'à début septembre au mondial. Mais après, c'était le Roc d'Azur, c'était un peu un bonus, quoi. Voilà. Donc, et il y avait des créneaux où il y avait des phases de repos. Aujourd'hui, ben, ils sont obligés d'aller faire des courses UCI, ils sont pour les points, pour les lignes. Donc, ça évolue. Donc, c'est difficile à comparer en fait entre aujourd'hui et il y a 10 ans, enfin, quand je faisais ma carrière, sur le plan d'entraînement. Après, ce que je vois, c'est ben, qu'il y a toujours la même adrénaline, en fait. L'adrénaline est différente entre un coureur et un entraîneur, quoi. C'est des choses que quand on est coureur, on n'aime pas forcément avoir ce stress avant la course, savoir si on va marcher, pas marcher, des choses comme ça. C'est un peu ce qu'on n'aime pas en tant qu'athlète. Et c'est ce qui nous manque quand même assez rapidement.
Et en tant qu'entraîneur, c'est la même chose, quoi. Donc, les jours de compétition, ben, je suis aussi stressé que quand j'étais coureur. Donc, je retrouve cette adrénaline. Donc, ça, par contre, c'est identique. Ouais, mais après, comme tu disais, J'ai répondu à la question. Comment? Je pense que j'ai répondu à la question. Après, peut-être je me suis fait un peu un hors-sujet, mais je pense que Non, mais totalement, c'est totalement, comme ça c'est que je ça. vois les. Mais du coup, on en Voilà, revient à ce que tu il disais. y a tout l'environnement qui a changé, quoi. Ouais, Avant et maintenant, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui prennent beaucoup d'importance, hein. Il faut qu'ils communiquent. Les marques demandent davantage de communication aussi. Nous, on était au début des réseaux sociaux, quoi, quand j'ai arrêté. Donc, on était un peu moins, je dis pas embêté, mais on n'était pas obligé de faire des stories, des photos Instagram, Facebook et autres. Donc, voilà, c'était différent. ouais. Mais du coup, comme tu disais là sur l'environnement, etc., du coup, c'est quand même un gros, gros changement sur l'environnement du coureur. Et du coup, je pense que ça prend de plus en plus de place par rapport à l'entraînement d'avant. Ah, mais l'environnement prend de plus en plus de place, c'est-à-dire que il y a juste titre, ils ont de plus en plus de sollicitations avec le partenaire, de faire des vidéos, de faire des interviews, de se déplacer voilà, avec les ingénieurs. Ça se faisait chez très haut niveau déjà, mais aujourd'hui, ça s'est intensifié. Euh, Beaucoup de retours avec les ingénieurs. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, les pilotes sont beaucoup plus renseignés de comment est fabriqué le vélo, comment est fabriqué un pneu, comment est fabriqué une roue, les chaussures, euh, qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait dans l'ombre. Euh, voilà, c'est incomparable, quoi. Ça s'est beaucoup plus professionnalisé à tous les niveaux, que ce soit en communication ou en développement, en ingénierie. Même si avant, ça existait, parce que Julien, Absalom ou José Armida, ils ont toujours été dans le développement. Donc, mais là, c'est de plus en plus, quoi, voilà. Ouais, mais, parce qu'on a, enfin, on a un peu oublié d'en parler, mais quand même, le vélo, c'est un sport mécanique. Et donc, forcément, c'est quand même quelque chose à prendre en compte qui est quand même prédominant. Ah, mais complètement, oui. Là, aujourd'hui, tous les teams font du testing avec les fourches et les ingénieurs, hein. Donc, il y a 15 ou 20 ans, bon, il y avait moins de. Ça mettait moins, les gens étaient en semi-rigide, donc déjà, il n'y avait plus qu'une fourche hein, à régler. Bon, les fourches, elles étaient moins développées, donc bon, combien tu mets en positif, combien tu mets en négatif, et puis tu prépares un peu la cartouche, et, et voilà, quoi. Aujourd'hui, ben, la cinétique, les géométries des cadres, est-ce que c'est monopivot ou maestro, voilà, il faut arriver à développer les blocages. Ben, chez les enduristes, les blocages, s'ils peuvent essayer de ne pas en avoir, c'est mieux, quoi. Donc, parce qu'ils sentent une différence entre un amortisseur qui peut se bloquer ou pas se bloquer, quoi. Donc, ouais, c'est tout des sensibilités, tout évolue. Donc, ça devient de plus en plus professionnel à tous les niveaux. Ouais. Bon, après, je vais dire, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que ben, on va Ah vers. oui, oui, c'est très bien. Ouais. Ah, mais c'est Euh, sûr, aujourd'hui, le matériel est de plus en plus fiable, de plus en plus performant, et c'est très bien, ouais. hmm. Du coup, une journée type d'un entraîneur, enfin d'un préparateur physique, enfin, t'as pas mal d'athlètes quand même à gérer. À quoi ça ressemble? Ouais, donc, eh ben, écoute, c'est déjà de voir un petit peu avec les athlètes comment ils sont dans la journée, ben, justement avec ces fameux réservoirs, s'il faut réajuster ou pas réajuster, parce que je fonctionne de la façon dont toutes les semaines, ils ont un planning déjà, ils le savent à l'avance. Donc, ça permet aussi qu'eux s'organisent en fonction, qu'ils ne soient pas surpris le matin, oh, ben, j'ai ça à faire. Donc, ça permet, voilà, on en revient un peu dans l'environnement, ça permet qu'ils s'organisent. Ça. Et après, ben, c'est de se documenter, de se renseigner, d'aller tester des choses. Donc, avant de le faire sur la tête, j'ai bien aussi testé, euh, au moins déjà pour que quand je lui dise, que je sache ce que ça fait. Euh, Chaque athlète est différent, chaque athlète réagit de façon différente, mais sur la dimension psychologique, je sais si ça peut être une séance qui va vraiment puiser ou si c'est une séance qui est plutôt ludique, qui va passer plus facilement. Donc, et bien sûr, une séance qui peut être euh, très compliquée, enfin, très dure psychologiquement pour un athlète, peut être très facile pour un autre, hein. Mais
je sais de quoi je parle et je sais si oui ou non, vers où je tends, quoi. Voilà. Donc les journées sont bien remplies et depuis 2 ans, enfin oui, 2 ans, la deuxième saison, hein, avec les conditions sanitaires et tout, le métier de préparateur physique et d'entraîneur, enfin, oui, préparateur physique parce que c'est un métier, entraîneur, c'en est un autre aussi. Euh, enfin, il est très compliqué, quoi. Les calendriers changent, un coup oui, un coup non. C'est pas facile pour personne. Et on le voit, elle, la saison l'année dernière en VTT cross-country, elle était très surprenante, hein. Donc, des athlètes qui sont passés complètement à côté de leur championnat du monde, alors qu'ils ont dominé des saisons, et on ne sait pas trop pourquoi. J'ai pu parler voilà, avec des athlètes qui faisaient partie des mêmes équipes, ils n'ont pas trop d'explications, quoi. Donc voilà, donc le confinement remet pas mal de choses en question, sur la dimension psychologique de comment ils ont vécu le confinement, les athlètes, qu'il a fallu s'adapter. Ça a changé beaucoup de repères. Donc, ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, quoi. Voilà. C'est ce qui m'a permis de me dire il faudrait que je prenne plus la dimension psychologique, même si je la prenais, mais davantage, de façon plus précise sur chaque séance. Ouais, au final, je pense que Voilà. ce confinement ou cette crise qu'on est en train de vivre, je pense qu'elle a mis en lumière pas mal de failles. Et en fait, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter et qui vont en sortir grandis. Et puis, il y a ceux qui restent bloqués dans leur schéma, comme tu disais, qui ne se remettent pas en question et qui, du coup, ça fait que ça ne marche pas. Et le fait que le sport, il devienne de plus en plus exigeant avec la professionnalisation, les circuits, etc., je pense qu'en fait, ça ne laisse pas le choix. Tu t'adaptes ou tu ne peux pas être devant. C'est ça. C'est exactement. Il faut vraiment tout le temps s'adapter. Là, mais c'est vrai que bon, le confinement, bon, on l'a tous pris un peu quand même comme ça. Même si au mois de février de l'année dernière, on savait qu'au mois de mars, ça allait pas forcément être très bon. Mais voilà, il a fallu réadapter. Pareil, les coureurs, l'Olympiade, ceux qui doivent participer aux Jeux Olympiques, ben voilà, 2019, c'était quand même un grand rush, c'était un goût de stress pour pouvoir atteindre les quotas. Pensant en 2020, 2020, voilà, ça a mis un petit peu de temps, enfin un petit peu de temps, non. Voilà, les décisions est arrivées quand même, mais à un moment donné, le confinement on y était et les JO se tenaient. Donc, mais personne ne pouvait savoir ce qui nous attendait, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça, mais il y avait quand même du gros stress. Bon, ça a été annulé. Bon, comment on remet les quotas? Donc, tout le monde était un peu dans le flou, quoi. Voilà. Donc, il a fallu tamponner. Et un sportif, il a besoin de virtuel. Il faut quelque chose de concret, quoi. Il faut, voilà, enfin, pas virtuel, il faut quelque chose de concret. Il ne faut pas peut-être que on verra. Non, il faut quelque chose de concret. Voilà, un sportif, un compétiteur de haut niveau, il a besoin ben, d'une feuille de classement, il a besoin de se confronter directement, il faut qu'il ait des références de temps, des choses comme ça. Et là, ben, pendant le confinement, il n'y avait pas ça, quoi. Donc, il y a eu des alternatives, mais il a fallu trouver les outils. Et après, de sortir de ce confinement, de trouver ben, les bonnes orientations. Donc, ben, il y en a qui l'ont mieux fait que d'autres. Donc voilà. Et après, ben, moi, à titre personnel, avec les athlètes, j'ai essayé différentes choses. Je me suis dit, bah, tout changer, autant qu'on change. Voilà. On verra bien. Et puis bon, là, sur ce coup, j'y suis allé jusqu'au bout. Donc, le virage n'a pas forcément été à 100% bien, mais j'ai senti, puis au final, je vais en sortir des choses positives, quoi. Voilà. Donc, parce que le virage, il était bon, mais on l'a pas forcément pris comme il fallait, quoi. Voilà. Donc, mais c'était la bonne orientation. Voilà. C'est déjà bon, c'est déjà bien. Ouais. On a fait un peu un cap, là, un peu comme Paris-Dakar. Bon, on a le bon cap, on n'a pas encore le waypoint, mais on a le bon cap. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu mets quand même en lumière le fait que le psychologique influence le physique. Et on a beau avoir le meilleur physique du monde, si derrière le psychologique ne suit pas, c'est compliqué. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on voit les duels Van Der Poel, Van Aert. Euh, dimanche, qui est le champion du monde, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, hormis les deux qui visaient la médaille d'or, les autres, je pense qu'ils visaient déjà la troisième place, quoi.
beaucoup dans la tête, ils se disent si je fais 3, j'ai gagné ma course, quoi. Donc, ils ont pris un dessus psychologique. Voilà. Donc, au final, on voit que Toonart, qui fait 3, il n'est pas si loin que ça, hein. Donc, voilà. Bon, après, peut-être que lui, il y croyait, je ne suis pas à leur place. Donc, mais voilà. La dimension psychologique fait que ben, on peut dominer outrageusement les saisons et autres, hein. Hmm. Ouais, totalement. Du coup, pour conclure, si du coup tu croisais le Marc d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Eh bien, c'est pas simple comme question, hein. C'est pas simple. Ouais, mais documente-toi et puis fais-toi plus confiance. Ouais, fais-toi plus confiance. Va jusqu'au. Ouais, fais-toi plus confiance. Ouais. Je dirais là-dessus, documente-toi ou peut-être plus encore. Voilà. Si j'avais des choses il y a 10 ans, voilà. Mais après, bon, comme j'étais encore athlète il y a 10 ans, ouais, sur la partie entraînement, ouais, documente-toi plus, quoi. Voilà. Parce que bon, quand j'étais athlète, je me renseignais si tu veux, mais j'avais pas non plus du temps comme aujourd'hui j'ai pour me ressourcer. Ouais, mais de toute façon, tu peux pas tout faire. Voilà, c'est ça. Et après, ouais, donc de faire des bons choix, de ça. Et puis au final, ouais, quand j'étais athlète, je voulais plus de pression. Après, enfin, quand on arrive à un moment donné, on se dit, tiens, on veut plus de pression. Enfin, on veut plus retourner si tu veux dans là-dedans, mais au bout de 6 mois, j'ai besoin de pression, quoi. Et là, j'arrive à le retrouver. Donc ça, c'est bien. Ouais, bon, au final, ça a pas donné un truc trop pire quand même. Pour le moment, ça va, ouais, ça va, ça va. Les athlètes arrivent à leurs objectifs, donc ça, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, la plupart ont atteint leurs objectifs, pas en totalité, mais on s'y rapproche. Donc, ça, c'est épanouissant pour eux, quoi. Voilà. Donc, les athlètes qui après voilà, font des paris de dire j'ai envie de passer pro, on te fait confiance, et puis que l'année d'après, ils passent pro. Bon, déjà, on a rempli un premier objectif. Bon, et après, je leur dis, bon, maintenant, tu es pro, mais on va dire que le plus dur, il commence, quoi. C'est-à-dire il faut aller encore plus haut, quoi. Donc, des fois, quand la marche est peu, ben, il faut trouver les bons angles, les bonnes choses. Donc, pour le moment, on arrive aux objectifs, donc c'est l'essentiel, quoi. Voilà. Donc, je suis content pour eux. Je pense que c'est ça le plus important. Ben, impec, top, C'est ça, voilà. Donc, top. comment? Merci beaucoup. Je pense que c'était bien Ben, enrichissant. merci à toi aussi. Ouais. Ben, merci à toi. Et puis, c'est de bons échanges. Et puis, je te souhaite aussi une belle carrière de préparateur physique. Mais bon, je ne doute pas trop, vu que tu as quand même une bonne mentalité. Non, mais c'est vrai, hein, t'as une bonne mentalité. Tu te documentes. Rien n'est jamais acquis. Donc, ou en tout cas pour acquis. Donc, non, c'est top. Et puis, oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Donc, une bonne carrière à toi. Ben, comme on dit, Et bienvenue bon, dans on se la prépa reverra dans physique. des échanges, hein. Ouais, c'est ça, c'est Hein. comme on dit, bienvenue dans la prépa physique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, bon, on a les légumes, maintenant, il faut faire qu'on fasse la soupe, hein. Ouais. Donc, bon, des fois, les légumes, ben, c'est pas les bons, des fois. Donc, enfin, c'est pas les bons. On se dit qu'on a les meilleurs légumes, et puis au final, peut-être dans 3 ans, on se dit, ah, peut-être si on n'avait pas mis de poireaux, il faudrait peut-être mettre ça. Voilà. Donc, et pourtant, c'est un bon légume, hein, mais voilà. Ouais, ben, impec. Top. Bon.